Le crépuscule s'étirait, lourd et implacable, sur les toits de tuiles rouges du palais de Greenwich. L'hiver de 1535 avait mordu l'Angleterre d'une morsure glaciale, et même les feux crépitants dans les immenses cheminées de la grande salle peinaient à chasser le froid qui semblait s'infiltrer dans les pierres séculaires. Le vent, porteur de l'humidité de la Tamise toute proche, gémissait comme une âme perdue à travers les fentes des fenêtres à meneaux, faisant danser les flammes des torches et des chandelles, projetant des ombres gigantesques et vacillantes sur les tapisseries aux scènes de chasse usées par le temps. Le silence, parfois, était plus pesant que le bruit, une chape de plomb s'abattant sur les conversations murmurées, les rires forcés et le tintement discret des coupes d'argent. Dans les appartements de la reine, l'atmosphère était d'une solennité presque suffocante. Anne Boleyn, parée d'une robe de velours cramoisi dont le tissu riche absorbait la lumière, semblait porter le poids non seulement de son vêtement brodé d'or, mais aussi celui d'une couronne invisible, toujours présente. Son regard, d'une intensité sombre et pénétrante, balayait la pièce, et s'attardant sur les motifs complexes des tapisseries flamandes, sur les reflets des bougies dans les miroirs vénitiens, sur le visage de ces dames des honneurs, dont la gaieté de façade ne masquait qu'imparfaitement une tension palpable. Elle était reine d'Angleterre, mais le trône sur lequel elle siégeait était fait d'épines, et chaque jour qui passait en ajoutait de nouvelles. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'Henri avait brisé les chaînes de Rome pour elle, pour son amour, pour la promesse d'un héritier mâle. 5 ans de lutte acharnée, de sacrifices personnels, d'une révolution religieuse qui avait déchiré le pays. Et pourtant, la promesse la plus cruciale restait non tenue. Seule une fille, la petite Élisabeth, avait vu le jour, et le ventre de la reine, malgré les prières ferventes et les remèdes des apothicaires, était resté désespérément stérile depuis sa dernière fausse couche. L'écho de cette déception résonnait dans chaque couloir du palais, dans chaque regard croisé, dans chaque silence du roi. Henri VIII, autrefois son ardent soupirant, le poète, le musicien, l'amant passionné, s'était transformé. Les années et les désillusions avaient alourdi son corps et son humeur. Ses rires étaient plus rares, ses colères plus fréquentes et plus redoutables. Son amour pour Anne, jadis une flamme dévorante, semblait s'être consumé, ne laissant derrière lui que des braises froides et une rancœur sourde. Il était un homme qui avait tout risqué pour une seule chose, un fils. Et Anne, malgré toute sa volonté, sa vivacité d'esprit, son charme indéniable, elle n'avait pas pu lui donner. Elle le sentait s'éloigner, insensiblement mais inexorablement, comme un navire s'éloignant du rivage dans le brouillard. Ses visites dans ses appartements étaient devenues plus espacées, ses paroles plus mesurées, son regard plus distant. Le parfum entêtant des lys, mêlé à l'odeur de cire chaude et de sueur humaine, emplissait l'air des couloirs labyrinthiques du palais. Chaque pas sur les tapis épais était amorti, chaque voix étouffée, comme si le palais lui-même retenait son souffle, attendant un événement inéluctable. La cour était un nid de vipères, un théâtre où chaque acteur jouait sa survie. Les factions se formaient, se déformaient, au gré des vents politiques. Ceux qui avaient soutenu Anne dans son ascension commençaient à l'abandonner, sentant la direction du vent tourner. Des autres, plus opportunistes, se rapprochaient des nouvelles étoiles montantes, des figures qui pourraient un jour remplacer la reine déchue. Parmi les ombres qui s'allongeaient, une d'elles était particulièrement longue et menaçante, celle de Thomas Cromwell. L'ancien forgeron, devenu le premier ministre du roi, était un homme d'une intelligence acérée et d'une ambition insatiable. Ses yeux perçants ne manquaient jamais de noter le moindre mouvement, le moindre murmure. Il avait été l'architecte de la réforme anglaise, le bras droit du roi dans le grand schisme, et il avait aidé à placer Anne sur le trône. Mais la loyauté de Cromwell était avant tout envers la couronne, et non envers l'individu qui la portait. Il voyait en Anne, et surtout en sa famille, les Boleyn, un obstacle potentiel à la consolidation du pouvoir royal, une menace pour la stabilité de l'État qu'il s'employait à bâtir. Ses silences étaient plus éloquents que les discours, ses sourires plus froids que le plus glacial des hivers. Il observait Anne avec une attention clinique, notant ses gestes, ses fréquentations, ses humeurs. Pour lui, la reine n'était qu'une pièce sur l'échiquier, une pièce qui, si elle devenait encombrante, devait être retirée. Anne, malgré son courage et sa volonté de faire, sentait cette toile invisible se tisser autour d'elle. Elle était consciente de l'hostilité latente, des murmures qui la suivaient comme son ombre. Elle se souvenait des accusations lancées contre sa prédécesseur, Catherine d'Aragon, et elle comprenait que le même sort, ou pire, pourrait lui être réservé. La cour était un miroir où se reflétaient toutes les vanités, toutes les ambitions, toutes les peurs. Et dans ce miroir, elle voyait son propre reflet se ternir. Les jours s'écoulaient, monotones et tendus, ponctués par les messes obligatoires, les repas somptueux et les divertissements de cour. Musique, danse, jeux de cartes, jouent autant de distractions pour masquer la nervosité ambiante. Dans cette atmosphère étouffante, les jeunes gens de la cour, les gentilshommes de la chambre privée, gravitaient autour de la reine, comme des papillons de nuit attirés par la lumière, ou peut-être, dans ce cas, par la flamme vacillante d'une bougie prête à s'éteindre. Parmi eux se trouvait Mark Smeaton, un musicien d'une rare délicatesse,
dont les doigts agiles faisaient vibrer le luth avec une grâce mélancolique. Il était jeune, effacé, d'une beauté presque féminine, et son talent avait attiré l'attention de la reine. Anne, elle-même amatrice de musique et de poésie, aimait l'entendre jouer. Il était souvent appelé dans ses appartements pour la divertir, et sa présence devint familière, presque réconfortante dans la solitude de sa position. Smeaton, conscient de l'honneur d'être admis dans le cercle intime de la souveraine, ne manquait jamais de lui témoigner une dévotion respectueuse, peut-être teintée d'une admiration plus profonde, celle d'un artiste pour sa muse, ou d'un jeune homme pour une femme puissante et fascinante. Ses yeux, souvent baissés, la suivaient avec une intensité discrète, et ses joues rougissaient légèrement lorsqu'elle lui adressait la parole. C'était le genre d'admiration que l'on trouvait courante à la cour, une sorte de courtoisie amoureuse, dénuée de malveillance, mais qui, dans le climat actuel, pouvait être pervertie, interprétée de la manière la plus sinistre. Il y avait aussi Henry Norris, un homme plus âgé, un ami proche du roi, un courtisan expérimenté et respecté. Norris était un homme de confiance, un confident, dont la loyauté envers Henri VIII était réputée inébranlable. Il était également un ami sincère d'Anne, la connaissant depuis des années, bien avant qu'elle ne devienne reine. Ses conversations avec elle étaient empreintes d'une familiarité respectueuse, d'un échange d'idées et de plaisanteries qui auraient pu être considérés comme innocents en d'autres temps. Il était un pilier pour Anne, un de ceux qui osaient encore lui sourire franchement, lui offrir un conseil honnête ou une parole de réconfort sans arrière-pensée. Mais à la cour des Tudors, l'honnêteté et la franchise étaient des denrées rares, et la confiance, un luxe dangereux. Chaque geste, chaque mot, pouvait être tordu, déformé, transformé en une arme. Francis Weston, quant à lui, représentait la jeunesse flamboyante de la cour. Ambitieux, beau, il était l'archétype du courtisan à la mode, toujours prêt à rire, à danser, à flirter. Il faisait partie de l'entourage proche du roi, mais il était aussi souvent en présence de la reine, participant au divertissement, apportant une touche de légèreté à l'atmosphère souvent tendue. Ses compliments à Anne étaient plus audacieux, son regard plus enjoué, mais toujours dans les limites de la bienséance de la cour. C'était le jeu des courtisans, flatter la reine et s'attirer ses faveurs, sans jamais franchir la ligne invisible qui séparait l'admiration de l'insolence. Mais cette ligne était devenue de plus en plus fine, de plus en plus dangereuse. Le frère d'Anne, George Boleyn, vicomte Rochefort, était un homme d'esprit, un diplomate accompli, un poète à ses heures. Il était son confident le plus proche, son allié le plus fidèle au sein de la cour. Leur relation était celle de deux âmes sœurs, unies par les liens du sang et par les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble pour élever leur famille au sommet du pouvoir. Ils partageaient des rires, des secrets, des conversations profondes sur la politique, la religion, la littérature. Leur complicité était évidente, leur affection mutuelle profonde. Dans un monde où les alliances familiales étaient primordiales, leur unité était une force. Mais cette force même pouvait être perçue comme une menace, cette affection comme une déviance. Les liens du sang, dans les esprits tortueux des ennemis, pouvaient être tordus jusqu'à l'innommable. Anne, assise près du feu, sentait la chaleur des flammes sur son visage, mais un frisson intérieur la parcourait. Elle se souvenait des premiers jours de son règne, de l'ivresse du pouvoir, de l'amour passionné d'Henri. Elle avait cru pouvoir tout surmonter. Elle était intelligente, cultivée, polyglotte, une femme d'une volonté farouche. Elle avait défié le pape, bravé l'opinion publique, et elle s'était élevée au-dessus de tout. Mais le manque d'un fils était une blessure ouverte, une faiblesse exploitée par ses ennemis. Les murmures à la cour étaient devenus plus audibles. On parlait de la nouvelle maîtresse du roi, Jane Seymour, une femme discrète et docile, elle opposée d'Anne. On disait qu'Henri était fatigué de son grand et gros cou, de son caractère bien trempé, de son échec à lui donner un héritier. Un soir, alors que le vent hurlait dehors et que la pluie fouettait les fenêtres du palais, Anne se tenait debout devant sa fenêtre, observant le ciel noir. Les lumières lointaines de Londres scintillaient à travers la brume, comme des étoiles tombées sur terre. Elle sentait le poids de la solitude, le fardeau de la couronne. Son cœur était serré d'une angoisse qu'elle ne pouvait avouer à personne. Elle avait tout risqué, tout gagné, et maintenant, elle sentait tout lui échapper. Le palais de Greenwich, des ordinaires si vibrants, semblait retenir son souffle. Chaque pas résonnait, chaque chuchotement prenait une importance démesurée. Les serviteurs se déplaçaient avec une discrétion accrue, les dames d'honneur parlaient à voix basse. La tension était palpable, une toile d'araignée invisible se tissant autour de la reine, de sa famille, de ses amis. Dans les cuisines, l'odeur de la viande rôtie et des épices exotiques se mêlait à celle de la sueur et de la sueur. Dans les écuries, le hennissement des chevaux se perdait dans le vent. Mais dans les couloirs du pouvoir, c'était le silence qui régnait, un silence lourd de pressentiment. Les courtisans, toujours à l'affût, observaient les moindres signes, les plus infimes changements dans l'humeur du roi, dans le comportement de la reine. Ils savaient que les fortunes pouvaient changer en un instant, que les têtes pouvaient tomber aussi vite qu'elles s'étaient élevées.
Anne se retourna, son regard croisant celui de sa dame des honneurs la plus fidèle, Lady Rochford, son propre beau-frère. Lady Rochford, mariée à George Boleyn, était une femme complexe, dont l'ambition était aussi grande que celle de sa famille. Elle avait été une alliée précieuse, mais la cour était un lieu où les alliances pouvaient se briser comme du verre. Anne sentait, même de la part de ceux qui lui étaient proches, une certaine distance, une prudence nouvelle. Les jours passaient, et s'étirant dans une lente agonie. La cour se déplaçait de Greenwich à Hampton Court, puis à Whitehall, suivant les caprices du roi. Chaque déménagement était une épreuve, une parade de richesse et de pouvoir, mais aussi un rappel constant de la fugacité de toute chose. Les coffres et les tapisseries étaient emballés, les meubles transportés, les centaines de courtisans et de serviteurs suivaient la caravane royale, un cortège bruyant et coloré qui traversait la campagne anglaise. Anne, dans sa litière dorée, observait les paysages défiler, les forêts sombres, les villages endormis, les champs gelés. Elle se sentait prisonnière de cette splendeur, esclave de son propre destin. La présence de Mark Smeaton, le musicien, dans les appartements de la reine, était devenue une habitude. Ses mélodies douces étaient un baume pour l'âme tourmentée d'Anne. Il jouait pour elle des airs mélancoliques, des ballades des amours courtois, des compositions qui reflétaient la complexité de ses propres émotions. Elle le traitait avec une gentillesse particulière, une marque de faveur qui, dans l'atmosphère survoltée de la cour, ne pouvait passer inaperçue. Elle lui offrait parfois des cadeaux, des pièces d'argent, des rubans, des gants, des marques de sa générosité royale. Ces attentions, anodines en apparence, étaient des grains de sable dans le mécanisme bien huilé de la cour, des indices que les yeux malveillants pouvaient interpréter à leur guise. Smeaton, de son côté, recevait ses faveurs avec une humilité mêlée et une joie non dissimulée, conscient que chaque sourire de la reine était un rayon de soleil dans sa vie. Henry Norris continuait d'être un ami loyal, sa présence rassurante dans un monde de plus en plus incertain. Il était l'un des rares à oser s'adresser à Anne avec une franchise dénuée de flagornerie, lui offrant des conseils avisés, ou simplement son écoute attentive. Leurs conversations portaient souvent sur des sujets graves, la politique, les dangers qui guettaient la reine, les rumeurs qui circulaient. Il était un homme de son temps, imprégné des codes de l'honneur et de la loyauté, et sa dévotion envers Anne était celle d'un chevalier pour sa dame, même si cette dame était sa souveraine. Francis Weston, avec son allure insouciante et son esprit vif, apportait un peu de légèreté à la cour. Il était un maître dans l'art de la conversation spirituelle, des plaisanteries légères qui faisaient sourire même la reine. Il était un jeune homme plein d'éntrin, et sa présence était un rappel du côté plus joyeux de la vie de cour, des fêtes, des danses, des jeux. Il était souvent en compagnie de la reine lors des divertissements, et ses compliments, bien que formulés avec la déférence due à son rang, étaient parfois empreints d'une audace juvénile. Ces hommes, chacun à leur manière, étaient des figures familières dans l'entourage d'Anne. Leur présence était une partie normale de la vie de cour, où les souverains étaient constamment entourés de leurs serviteurs, de leurs courtisans, de leurs amis. Mais en 1535, alors que l'ombre de la disgrâce commençait à s'allonger sur Anne Boleyn, chaque interaction était observée, chaque mot écouté, chaque geste analysé. La ligne entre le service loyal et l'intimité dangereuse devenait de plus en plus floue, et la cour, ce théâtre impitoyable, s'apprêtait à jouer l'un de ses drames les plus sombres. Le parfum des roses des hivers, cueillis pour la reine et disposés dans des vases d'argent, luttait contre l'odeur âcre de la fumée de cheminée. Le luxe des appartements royaux ne parvenait pas à masquer l'air de confinement, la sensation d'être piégée. Anne, assise à sa table de travail, tentait de se concentrer sur des lettres, mais son esprit vagabondait. Elle revoyait le visage d'Henri, non pas celui de l'homme qui la regardait aujourd'hui avec une froideur grandissante, mais celui du jeune roi, fougueux et passionné, qui avait juré de l'aimer pour l'éternité. L'éternité semblait s'être réduite à quelques années, et l'amour s'était mué en ressentiment. Dans les profondeurs du palais, dans les bureaux austères de Thomas Cromwell, les plumes crissaient sur le parchemin. Des rapports étaient rédigés, des informations collectées, des rumeurs consignées. Cromwell, imperturbable, construisait son dossier, pièce par pièce, observant la reine et son entourage avec la patience d'un chasseur. Il ne laissait rien au hasard. Chaque interaction, chaque mot mal interprété, chaque marque de faveur, était notée, classée, prête à être utilisée. Le réseau des espions et des informateurs qu'il avait tissé à travers la cour était vaste et efficace. Les murs avaient des oreilles, et les confidences les plus intimes pouvaient se retrouver sur le bureau du ministre en un temps record. La nuit tombait sur le palais, enveloppant les tours et les toits dans une obscurité veloutée. Les lumières s'éteignaient une à une dans les fenêtres, ne laissant que quelques veilleuses pour percer à l'obscurité. Anne, seule dans ses appartements, écoutait les bruits de la nuit, le vent qui hurlait, le craquement lointain des poutres, le chant plaintif des hiboux. Elle se sentait comme une reine sur un échiquier, dont les mouvements étaient observés, calculés, et dont la chute était peut-être déjà programmée par des mains invisibles et puissantes. Le dénouement approchait, inéluctable, mais pour l'heure, elle ne pouvait que sentir la pression grandir, la tension monter,
et elle erre se charger d'une menace indéfinissable. Le rideau commençait à se lever sur le dernier acte de son règne. Le printemps de 1536 ne s'annonçait pas plus clément que l'hiver qui elle avait précédé. Les jardins du palais, des ordinaires si prometteurs à l'approche des beaux jours, semblaient sous un voile de mélancolie, leurs bourgeons timides peinant à percer la terre encore dure. Anne Boleyn, reine d'Angleterre, sentait cette même froideur et s'infiltrer en elle, malgré les rayons pâles du soleil qui filtraient à travers les vitraux de ses appartements de Whitehall. Le palais avait retrouvé son effervescence habituelle après le déménagement, mais cette effervescence était désormais empreinte d'une nervosité palpable, d'une attente silencieuse qui pesait sur chaque âme. Le miroir vénitien, encadré d'or et de pierres précieuses, renvoyait à l'image d'une femme aux traits tirés, ses grands yeux sombres cernés par des nuits sans sommeil. La robe de soie vert émeraude, choisie pour sa couleur porte-bonheur, ne parvenait pas à dissimuler la minceur de sa silhouette, preuve des angoisses qui la rongeaient. Elle passait de longues heures à contempler son reflet, cherchant une force, une assurance qu'elle sentait s'amenuiser chaque jour. La couronne, symbole de son pouvoir et de son destin, semblait maintenant un fardeau écrasant, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Henri VIII, son roi, son époux, était devenu un étranger. Les rires partagés, les conversations animées, les caresses volées dans les recoins des jardins, tout cela n'était plus qu'un souvenir lointain, estompé par le temps et la déception. Ses visites se faisaient rares, ses paroles plus courtes, ses regards plus froids. Chaque fois qu'il pénétrait dans ses appartements, Anne sentait une armure invisible se dresser entre eux, faite de rancœur, des attentes non comblées, et du fantôme d'un héritier mâle jamais venu. Elle le voyait de loin, à la cour, son rire tonitruant résonnant avec des autres, mais jamais avec elle. Ses yeux, autrefois pleins d'un amour dévorant, se posaient désormais avec une insistance troublante sur la silhouette effacée de Jane Seymour, une de ses propres dames d'honneur. Jane, le nom seul était un poignard. Anne connaissait la danse, elle avait elle-même exécuté avec une habileté redoutable pour arracher le roi à Catherine d'Aragon. Elle reconnaissait les signes, les attentions discrètes du roi, les cadeaux somptueux, les regards complices. Jane Seymour, avec sa modestie feinte et sa douceur étudiée, était l'antithèse d'Anne, la femme qu'Henri avait jadis passionnément désirée. Là où Anne était audacieuse, spirituelle et indépendante, Jane était soumise, silencieuse et obéissante. Et surtout, elle n'avait pas encore échoué à donner un fils. La cour, ce microcosme impitoyable, avait déjà choisi son camp. Les sourires à Jane étaient plus chaleureux, les révérences plus profondes, les murmures plus nombreux. Anne, autrefois le soleil autour duquel gravitaient toutes les planètes, se sentait désormais reléguée au rang d'une étoile pâlissante. La solitude était devenue sa compagne la plus fidèle. Même ces dames d'honneur, jadis si dévouées, semblaient désormais marcher sur des œufs en sa présence. Leurs conversations étaient superficielles, leurs rires forcés, leurs yeux fuyants. Elle craignait, à juste titre, que la chute de la reine n'entraîne la leur. Les alliances se défaisaient comme des fils usés, et Anne sentait le sol se dérober sous ses pieds. Dans les recoins sombres du palais, loin des regards de la reine, Thomas Cromwell tissait sa toile. Ses bureaux, souvent éclairés tard dans la nuit, étaient le théâtre d'une activité fébrile. Les parchemins s'amoncelaient, les encriers séchaient, les plumes crissaient sans relâche. Cromwell, le visage impassible, écoutait les rapports de ses informateurs, ses yeux perçants ne manquant aucun détail. Il avait des oreilles partout, des espions parmi les serviteurs, les dames d'honneur, et même parmi les gentilshommes de la chambre privée. Chaque murmure, chaque indiscrétion, chaque geste interprété, était consigné avec une précision clinique. Pour Cromwell, la reine n'était plus qu'une entrave, un obstacle à la stabilité du royaume. Sa famille, les Boleyn, était devenue trop puissante, trop ambitieuse. Et surtout, elle n'avait pas donné des héritiers mâles, la seule chose qui importait au roi. Cromwell, pragmatique et impitoyable, savait que pour assurer l'avenir de l'Angleterre et la consolidation du pouvoir royal, Anne devait disparaître. Il ne la haïssait pas personnellement, mais sa disparition était une nécessité politique, une pièce maîtresse à sacrifier pour le bien du jeu. Il travaillait avec la froide logique d'un ingénieur, construisant méticuleusement le dossier qui scellerait son sort. Les rumeurs, des abords chuchotés dans les cuisines et les antichambres, commençaient à prendre corps, à s'amplifier, à se répandre comme une maladie contagieuse. On parlait de la grande et grosse reine, de son tempérament colérique, de son caractère impérieux. On l'accusait de sorcellerie, d'avoir ensorcelé le roi, de l'avoir détourné de la Sainte Église. Les accusations d'adultère, des abords impensables pour une souveraine, commençaient à circuler, alimentées par la frustration du roi et l'habileté de ses ennemis. Mark Smeaton, le jeune musicien, continuait de venir dans les appartements d'Anne. Ses doigts agiles faisaient courir les mélodies sur le luth, des airs doux et mélancoliques qui apaisaient un instant le cœur tourmenté de la reine. Anne, consciente de la fragilité de sa position, avait tenté de réduire ses moments, mais la musique était un refuge, un baume pour son âme. Elle le traitait avec une gentillesse familière, une marque de sa générosité innée.
Un jour, en récompense d'une mélodie particulièrement touchante, elle lui avait offert une bourse d'or et un mouchoir brodé de ses initiales. Un geste anodin pour une reine envers un serviteur talentueux. Mais ce geste, perçu par les yeux vigilants des espions de Cromwell, fut interprété différemment. Le mouchoir, un objet intime, la bourse, un signe de faveur excessive. On chuchotait que Smeaton, un simple musicien, était trop souvent vu dans les appartements de la reine, ses joues rougies par une émotion qui dépassait la simple déférence. Son humble origine, son statut de serviteur, rendait toute intimité avec la souveraine d'autant plus scandaleuse aux yeux de la cour. Les rumeurs le peignaient comme un homme ambitieux, cherchant à s'élever par des moyens inavouables. Smeaton, lui, ne percevait que la bienveillance de sa reine, son cœur s'emplissant d'une admiration pure, presque religieuse, pour cette femme puissante et cultivée qui semblait la seule à comprendre la mélancolie de ses accords. Il était inconscient du piège qui se refermait sur lui. Henry Norris, le gentilhomme de la chambre privée, restait un pilier pour Anne. Leur amitié remontait à l'enfance, une époque où Anne n'était qu'une jeune femme vive et spirituelle à la cour de France. Il était l'un des rares à oser lui parler franchement, à lui offrir des conseils sans arrière-pensée, à la réconforter par sa présence solide et loyale. Leurs conversations étaient souvent longues, portant sur les affaires du royaume, les intrigues de la cour, les dangers qui la guettaient. Anne, sentant l'étau se resserrer, se confiait parfois à lui, cherchant un écho, un soutien. Un soir, alors qu'elle exprimait ses craintes quant à l'avenir et la froideur du roi, Norris, dans un geste de réconfort purement amical, lui avait pris la main, son regard empreint d'une sincère compassion. « Madame, avait-il dit, personne ne peut vous faire de mal tant que le roi est de votre côté. Et je crois en votre innocence. » Ce geste, cette proximité, cette parole de réconfort, furent observés. Les yeux malveillants des espions ne virent pas l'amitié sincère, mais une familiarité déplacée, un lien trop étroit entre la reine et un homme qui n'était pas son époux. Francis Weston, le jeune et fringant courtisan, apportait un brin de légèreté dans l'atmosphère oppressante. Il avait l'art de la conversation enjouée, des compliments spirituels qui faisaient sourire Anne malgré ses angoisses. Il était souvent de la partie lors des jeux de cartes ou des parties de tennis, où la reine, jadis si sportive, cherchait un peu de distraction. Ses plaisanteries, parfois un peu audacieuses, étaient toujours reçues avec un sourire. Un après-midi, alors qu'il jouait aux cartes, Weston, dans un élan de galanterie juvénile, avait déclaré à Anne qu'il l'aimait plus que sa propre femme. Une boutade, une flatterie de cour, rien de plus. Anne avait ri, lui reprochant avec humour son manque de discrétion. Mais la plaisanterie fut rapportée, déformée, transformée en une déclaration d'amour coupable, une preuve d'une liaison secrète. Le jeune Weston, avec son insouciance et son charme, était un candidat idéal pour les calomniateurs. Le plus douloureux de tous les soupçons, le plus monstrueux, concernait son propre frère, George Boleyn, vicomte Rochford. Leur lien était indéfectible, forgé dans les feux de l'ambition familiale et les épreuves de leur ascension. Ils étaient des confidents l'un pour l'autre, partageant leurs pensées les plus intimes, leurs espoirs, leurs peurs. George était un homme d'esprit, cultivé, un diplomate talentueux, et son soutien à Anne était inconditionnel. Il était son plus grand allié, et leur complicité était évidente aux yeux de tous. Ils passaient de longues heures à discuter de politique, de religion, de poésie, et s'appuyant l'un sur l'autre dans ce monde impitoyable. Un soir, Anne, accablée par les pressions et la solitude, avait fondu en larmes dans les bras de son frère, cherchant le réconfort familial. George, ému par la détresse de sa sœur, elle avait serré tendrement, lui murmurant des mots d'encouragement. Ce geste fraternel, cette étreinte de soutien, fut transformé en une preuve d'inceste par les esprits pervers qui guettaient. La cour des Tudors, férue de scandales et de rumeurs, était prête à croire les pires atrocités. La relation fusionnelle entre Anne et George, si naturelle et si forte, devint une arme redoutable entre les mains de Cromwell. Lady Rochford, elle épouse de George, une femme à l'ambition dévorante et au caractère jaloux, avait elle-même été une source d'informations pour les ennemis d'Anne, alimentant les rumeurs sur l'intimité excessive entre le frère et la sœur, peut-être dans l'espoir de se libérer d'un mariage qu'elle jugeait insatisfaisant ou par simple malveillance. Anne sentait les murs se refermer sur elle. Chaque jour apportait son lot de nouvelles humiliations. Le roi lui tournait ostensiblement le dos en public, Jane Seymour recevait des cadeaux somptueux sous ses yeux. La cour était divisée, les factions s'affrontaient ouvertement. Les partisans de Catherine d'Aragon, jadis réduits au silence, relevaient la tête, voyant dans la chute d'Anne une revanche divine. Les prédicateurs, dans leurs sermons, commençaient à insinuer que le mariage du roi était impie, maudit par Dieu. La reine, dans un dernier effort désespéré pour regagner l'affection du roi, se rappela son passé, les jours où elle était parvenue à le séduire par son esprit vif, sa culture, son charme. Elle tenta de raviver la flamme, d'organiser des divertissements, de se parer de ses plus beaux atours, de lui offrir des conversations stimulantes. Mais le roi était ailleurs, son cœur déjà tourné vers une autre. Ses efforts furent vains, ses tentatives perçues comme de la désespérance.
Les jours s'étiraient, lourds de pressentiments. Le vent glacial de la suspicion soufflait à travers les couloirs du palais, emportant avec lui les derniers vestiges de la loyauté et de la confiance. Le printemps, dès ordinaire une saison de renouveau et d'espoir, était devenu pour Anne un temps de mort lente, une agonie silencieuse. Elle observait les visages autour d'elle, cherchant une lueur de sympathie, mais ne rencontrant que des masques d'indifférence ou de peur. Le 1er mai 1536, le jour de la fête du Muguet, traditionnellement joyeuse et insouciante, fut marqué par un incident qui allait sceller le destin d'Anne. Lors d'un tournoi de joute à Greenwich, le roi Henri VIII, des humeurs sombres, quitta subitement la reine, laissant la reine Anne et toute la cour dans la confusion. Il était parti, sans un mot, pour Westminster. La raison de son départ était un message urgent, probablement de Cromwell, concernant de nouvelles preuves contre la reine. Le silence qui suivit son départ fut assourdissant, un linceul tombant sur la gaieté forcée de la cour. Anne comprit que le moment était venu, que le filet s'était refermé. Le lendemain, le 2 mai, alors qu'Huan était à table pour le déjeuner, Norris, Smithon et Weston furent arrêtés sur ordre du roi. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le palais, jetant une ombre glaciale sur chaque âme. Anne sentit son sang se glacer dans ses veines. Les accusations, des abords des murmures, étaient devenues une réalité brutale. Les hommes qui avaient été ses amis, ses confidents, ses divertisseurs, étaient maintenant des prisonniers, accusés d'un crime impensable. Plus tard dans la journée, Anne elle-même fut arrêtée. Le duc de Norfolk, son propre oncle, un homme autrefois son allié, vint la chercher dans ses appartements. Son visage était fermé, ses yeux froids. Il lui annonça qu'elle était accusée d'adultère, d'inceste et de trahison. Anne, stupéfaite, s'effondra, niant farouchement les accusations, protestant de son innocence. Mais ses paroles se perdaient dans le vide. Elle fut emmenée en bateau le long de la Tamise, vers la tour de Londres, la forteresse sinistre qui avait vu tant de nobles et de rois finir leur jour. Le trajet sur la Tamise fut un supplice. Le ciel était gris, et l'eau agitée. Les rames frappaient l'eau avec un bruit sourd et régulier, comme un métronome macabre. Les rives défilaient, les maisons de Londres, les églises, les ponts, tout semblait la regarder avec une indifférence cruelle. Elle, la reine, qui avait navigué sur ces mêmes eaux en triomphe lors de son couronnement, y retournait maintenant comme une criminelle. À la tour, les portes massives se refermèrent derrière elle avec un bruit sinistre, scellant son destin. Elle fut conduite dans les appartements qui avaient jadis été les siens avant son couronnement, un cruel rappel de son ascension fulgurante et de sa chute vertigineuse. Les murs froids et humides, et l'odeur de moisie et d'enfermement, le silence pesant des lieux, tout concourait à l'écraser. Les dames qui elle avait accompagnées, désormais ses geôlières, la regardaient avec une curiosité morbide, leur visage masquant mal leur effroi. Dans sa cellule improvisée, Anne, épuisée mais l'esprit toujours combatif, tenta de comprendre l'ampleur de la conspiration. Elle revoyait chaque interaction, chaque mot échangé avec Norris, Smithon, Weston, son frère George. Des gestes d'amitié, des plaisanteries innocentes, des confidences fraternelles, tout avait été tordu, perverti, transformé en un tissu de mensonges monstrueux. Elle comprit que l'objectif n'était pas de la juger équitablement, mais de la détruire. Pendant ce temps, dans les profondeurs de la tour, Mark Smithon était soumis à la torture. Les cris résonnaient dans les cachots humides, des sons étouffés par les murs épais mais qui parvenaient parfois aux oreilles des autres prisonniers. Le chevalet, les poussettes, les brodequins, autant d'instruments de douleur destinés à briser la volonté des hommes. Smithon, jeune et frêle, ne put résister longtemps aux horreurs infligées à son corps. Sous la contrainte, brisé par la souffrance, il avoua une liaison avec la reine. Son aveu, obtenu sous la torture, devint la pièce maîtresse du dossier de Cromwell, la preuve irréfutable que le roi attendait pour se débarrasser de sa reine encombrante. Norris, Weston et George Boleyn, eux aussi emprisonnés, refusèrent catégoriquement de confesser un quelconque crime. Ils maintinrent leur innocence, protestant de leur loyauté envers la reine. Mais leur dénégation, aussi véhémente fût-elle, était vaine face à la machine judiciaire mise en place par Cromwell. Le sort de Smithon, brisé par la torture, était un avertissement pour tous ceux qui oseraient s'opposer à la volonté du roi et de son premier ministre. La cour, en apprenant les aveux de Smithon et les accusations portées contre la reine et ses prétendus amants, fut saisie d'une stupeur mêlée d'horreur et de soulagement. Horreur devant la monstruosité des crimes imputés à la reine, soulagement pour ceux qui avaient craint la disgrâce et qui voyaient maintenant la voie libre pour de nouvelles ambitions. Jane Seymour, discrètement mais sûrement, commençait à se préparer à son rôle de future reine. Ces dames d'honneur lui murmuraient des mots de félicitations anticipés, tandis que les tailleurs et les joailliers commençaient à recevoir des commandes pour une nouvelle souveraine. Anne, dans sa prison, écoutait les bruits de la tour, le cri des oiseaux marins, le clapotis de la Tamise, le son lointain des cloches de Londres. Elle se sentait abandonnée de tous, trahie par ceux qu'elle avait cru ses amis, sa famille. Mais au fond d'elle, malgré la peur, malgré l'épuisement, brûlait encore une flamme de dignité, une certitude de son innocence.
Elle était une reine, et elle affronterait son destin avec la fierté qui elle avait toujours caractérisée. Le rideau s'était levé, et le drame allait s'achever dans l'enceinte sombre et impitoyable de la Tour de Londres. La cour, muette d'effroi et d'anticipation, attendait le dénouement, un spectacle aussi grandiose que tragique, où les têtes couronnées pouvaient tomber aussi vite que celles des plus humbles. Le silence des pierres ancestrales de la tour semblait retenir son souffle, prêt à avaler une nouvelle victime de l'ambition et de la fureur royale. Ce silence, pourtant, ne dura pas. Il fut bientôt brisé par le cliquetis des armures, le pas lourd des gardes, le brouhaha étouffé d'une foule anxieuse et curieuse, et le son lugubre des cloches qui annonçaient l'ouverture des procès. La vieille salle du grand hall, des ordinaires théâtres de banquets et de réceptions royales, avait été transformée en tribunal, son atmosphère de fête remplacée par une solennité glaciale, une attente lourde de funestes présages. Les tapisseries aux couleurs fanées, représentant des scènes de chasse et des batailles héroïques, semblaient observer, muettes, le drame qui allait se jouer sous leurs yeux. Des bancs de bois brut avaient été disposés pour les jurés et les spectateurs, des estrades sommaires pour les juges. Au centre, une estrade plus haute pour les accusés, sorte de prosénium sur lequel se déroulerait la dernière représentation de la reine. L'air était lourd, saturé de l'odeur de la sueur, de la poussière ancienne et d'une angoisse palpable. Des torches vacillantes projetaient des ombres dansantes sur les visages pâles, les rendant fantomatiques. Le 12 mai 1536, Henry Norris, Francis Weston, William Brereton et Mark Smeaton furent les premiers à comparaître. Leurs procès furent expéditifs, une formalité cruelle. Mark Smeaton, brisé par la torture, avait déjà avoué sa liaison avec la reine. Son témoignage, arraché dans les cachots humides de la tour, devint la pierre angulaire de l'accusation. Il se tenait là, pâle et tremblant, ses yeux fuyants, incapable de soutenir le regard de ses co-accusés. Ces mots, à peine audibles, résonnaient comme une sentence de mort pour tous. Norris, Weston et Brereton, quant à eux, protestèrent de leur innocence avec une dignité farouche. Leur courage contrastait avec la déchéance de Smeaton, mais leur dénégation se perdait dans le vent. Leur voix, bien que ferme, n'était que des murmures face au roulement impitoyable de la machine judiciaire orchestrée par Cromwell. Le jury, trié sur le volet, ne délibéra que quelques instants. Le verdict tomba, sans surprise, coupable de trahison. La sentence fut la mort, la terrible mort des traîtres, pendus, traînés et écartelés. Un frisson parcourut l'assemblée. Le 15 mai, le tour d'Anne Boleyn vint. L'attente avait été une torture, chaque jour passé dans sa cellule un compte à rebours vers l'inconnu. Elle avait appris la condamnation de ses prétendus amants, et cette nouvelle avait cimenté sa certitude que son propre sort était déjà scellé. Pourtant, lorsqu'elle fut conduite dans le grand hall, elle marcha avec une dignité royale, le dos droit, la tête haute. Sa robe de velours noir, sobre mais élégante, contrastait avec la pâleur de son visage, mais ses yeux, d'un noir profond, brillaient d'une intensité défiante. Elle était reine, et elle mourrait en reine. Elle apparut devant une cour encore plus imposante. 30 pairs du royaume, dont son propre oncle, le duc de Norfolk, siégeaient comme juges. Le duc de Norfolk, le visage impassible, le regard froid et distant, semblait être le premier à vouloir se distancer de sa nièce déchue. Anne le regarda, cherchant une once de compassion, mais ne trouva qu'une indifférence calculée. Le monde entier semblait s'être ligué contre elle. L'acte des accusations fut lu. La voix du procureur, sèche et monocorde, égrenait une litanie de crimes. Adultère avec Mark Smeaton, Henry Norris, Francis Weston, William Brereton. Mais le plus monstrueux de tous, le plus infâme, était l'inceste avec son propre frère, George Boleyn, vicomte Rochford. Et par-dessus tout, l'accusation de trahison, avoir comploté la mort du roi pour épouser l'un de ses amants, avoir remis en question la légitimité de la princesse Élisabeth. Des accusations grotesques, insensées, qui auraient fait rire en des autres temps, mais qui, dans cette atmosphère de terreur, étaient prises pour argent comptant. Anne écouta, le visage impassible, ses mains fines serrées l'une contre l'autre. Elle sentit la bile monter à sa gorge, et l'indignation la submerger. Comment ces hommes osaient-ils proférer de telles infamies? Leurs mots étaient des poignards qui transperçaient son honneur, sa dignité, son âme. Elle était innocente, elle le savait, mais qui, dans cette salle, la croirait? Vint son tour de parler. Sa voix, claire et ferme, résonna dans le silence du hall. Elle commença par nier chaque accusation, point par point, avec une éloquence et une logique qui étonnèrent même ses ennemis. Elle rappela sa loyauté indéfectible envers le roi, son amour pour sa fille, la princesse Élisabeth. Elle expliqua les conversations avec Norris comme des échanges innocents entre amis, les plaisanteries de Weston comme de simples flatteries de courtisans, la musique de Smeaton comme un divertissement apprécié. Quant à son frère, George, elle parla de leur affection fraternelle, de leur complicité intellectuelle, de leur soutien mutuel. Elle osa même défier le procureur, lui demandant des preuves concrètes, des témoins oculaires, au lieu de rumeurs et des aveux extorqués. Je jure devant Dieu et devant vous, mes seigneurs, que je n'ai jamais commis les crimes dont on m'accuse.
Je n'ai jamais été infidèle au roi, mon époux, ni en pensée, ni en acte. Quant à mon frère, il n'y a jamais eu entre nous que l'affection la plus pure et la plus naturelle qui puisse exister entre un frère et une sœur. Ces accusations sont des inventions, des calomnies destinées à me perdre. » Sa voix ne trembla pas. Ses yeux balayaient l'assemblée, cherchant une étincelle de justice, de compassion. Mais les visages restaient figés, les regards froids. Le duc de Norfolk, son oncle, elle interrompit brutalement, son ton dénué de toute émotion familiale. Le sort était jeté, et l'issue était déjà écrite. Le jury, composé de ses pairs, dont beaucoup lui devaient leur position, délibéra à peine. Le verdict fut prononcé, coupable de tous les chefs des accusations. Trahison. La sentence fut prononcée par son propre oncle, le duc de Norfolk, d'une voix monocorde, presque mécanique. Vous serez brûlé vive sur Tower Hill ou décapité dans l'enceinte de la tour, selon le bon plaisir de Sa Majesté le roi. Un murmure parcourut l'assemblée, un mélange d'horreur et de soulagement. Anne, en entendant la sentence, sentit un frisson glacé la parcourir, mais elle ne flancha pas. Un sourire étrange, presque serein, apparut sur ses lèvres. Elle leva les yeux au ciel, puis les posa sur les juges, un regard de défi, de pitié même. Je n'ai qu'une chose à dire, je suis innocente. Et je mourrai innocente. Elle fut reconduite à sa cellule, les pas lourds des gardes résonnant dans les couloirs froids. Dans l'intimité de sa prison, le masque de dignité tomba. Les larmes, longtemps contenues, jaillirent enfin, chaudes et amères. Elle s'effondra sur le banc de pierre, le corps secoué de sanglots. Le monde s'était écroulé. La justice avait été bafouée. La trahison de son époux, de son oncle, de la cour tout entière, la submergeait. Le lendemain, le 17 mai, ce fut au tour de George Boleyn, vicomte Rochefort, de faire face à ses accusateurs. Son procès fut encore plus scandaleux, l'accusation d'inceste étant la plus vile. George, un homme d'esprit, de culture, se défendit avec une intelligence et un courage remarquables. Il démonta chaque argument, chaque calomnie, avec une éloquence qui aurait dû convaincre n'importe quel jury impartial. Il rappela la nature de leur relation, la complicité intellectuelle, la force de leur lien familial. Il fit même allusion à la jalousie de son épouse, Lady Rochefort, insinuant que ses déclarations avaient été motivées par la vengeance. Mais rien n'y fit. Les dés étaient pipés. Le verdict fut le même, coupable de trahison. La sentence de mort fut prononcée. George Boleyn, comme ses compagnons, fut condamné à la terrible mort des traîtres. Dans sa cellule, Anne apprit la condamnation de son frère. Ce fut un coup encore plus rude que sa propre sentence. Le voir entraîné dans sa chute, accusé d'un crime si monstrueux et si faux, ajoutait une couche insoutenable à sa douleur. Elle pleura pour lui, pour sa jeune vie brisée, pour la cruauté du monde. Elle comprit alors que le roi, aveuglé par son désir d'un héritier et manipulé par Cromwell, ne reculerait devant rien pour effacer son mariage, même au prix du sang de sa famille. Les derniers jours furent un étrange mélange de désespoir et de sérénité. Anne se prépara à la mort avec une foi renouvelée. Elle écrivit des lettres, et s'adressant à Cromwell, au roi, implorant la clémence pour ses compagnons d'infortune, mais sachant au fond d'elle que c'était vain. Ces dames des honneurs, celles qui lui étaient restées fidèles, la vêtirent, la coiffèrent, la veillèrent. Leur visage était marqué par la tristesse, la peur, mais aussi par une admiration silencieuse pour la dignité de leur reine. Elle demanda un exécuteur français, réputé pour son habileté à manier l'épée, afin que sa mort soit rapide et sans souffrance. C'était une petite faveur, un dernier geste de contrôle sur son propre destin, accordé par le roi. Elle se confessa au prêtre, reçut l'Eucharistie, trouvant un réconfort dans la religion qui, paradoxalement, avait été la cause de sa grandeur et de sa chute. Dans la nuit du 18 au 19 mai, Anne ne dormit pas. Elle passa les heures à prier, à méditer, à se souvenir. Elle revit sa vie défiler, son enfance en France, son retour en Angleterre, son ascension fulgurante à la cour assidue du roi Henri, les jalousies, les intrigues, le divorce de Catherine d'Aragon, son couronnement triomphal, la naissance d'Élisabeth, et enfin, la lente descente aux enfers. Elle se sentait à la fois victime et actrice de ce grand drame. Elle avait cherché le pouvoir, elle l'avait obtenu, et il la détruisait maintenant. L'aube du 19 mai 1536 se leva, pâle et brumeuse, sur la tour de Londres. Le chant des oiseaux marins, des ordinaires si joyeux, sonnait ce matin-là comme un requiem. Les cloches de l'église Saint-Pierre-aux-Liens sonnèrent l'heure fatale. Anne fut réveillée par ces dames. Elle se leva, calme, et demanda sa robe de damas gris bordée de fourrure des hermines, un symbole de sa royauté qu'elle porterait jusqu'à la fin. Elle attacha une petite bourse de velours noir à sa taille, contenant ses dernières prières et quelques pièces d'or pour les pauvres. Son cou était découvert, ses cheveux attachés sous une coiffe, laissant la nuque libre pour l'épée. Un petit déjeuner léger lui fut apporté, mais elle ne put rien avaler. Elle but un peu de vin, puis se leva, prête. Elle sortit de sa cellule, accompagnée de ses dames des honneurs et du connétable de la tour. Le chemin jusqu'à l'échafaud était court, mais il lui sembla une éternité.
L'échafaud avait été dressé sur la place verte à l'intérieur de l'enceinte de la tour, loin des regards de la foule londonienne, mais sous les yeux des courtisans, des dignitaires, et de quelques centaines d'habitants triés sur le volet. L'odeur du bois frais de l'échafaud se mêlait à l'humidité de l'air. Les gardes formaient un cercle serré, leur hallebarde brillante dans la lumière incertaine du matin. Au centre, l'exécuteur français, son visage masqué, se tenait immobile, son épée scintillante à ses côtés. Anne monta les marches de l'échafaud avec une grâce étonnante. Un silence de mort régna sur l'assemblée. Elle se tourna vers la foule, son regard embrassant les visages tendus, les yeux larmoyants de ces dames, les expressions impassibles des hommes. Sa voix, claire et posée, résonna dans l'air frais du matin. « Bon peuple chrétien, je suis venu ici pour mourir, selon la loi, et par la loi je suis jugé pour mourir. Et donc je ne dirai rien contre cela. Je suis venu ici pour ne pas accuser le roi, mon souverain et mon époux, de ce pourquoi il m'a jugé. Et je ne dirai rien contre les hommes par qui j'y ai été condamné, et ne dirai rien contre les causes pour lesquelles je suis condamné. Mais je prie Dieu de le préserver et de lui donner une longue vie pour régner sur vous, car un prince plus doux ou plus miséricordieux n'a jamais existé. Et pour moi, je ne prie que vous tous, si vous avez pitié de ma cause, de prier pour mon âme. » Elle marqua une pause, son regard se perdant au-delà des murs de la tour, vers un ciel qui s'éclaircissait. « Et si quelqu'un devait juger ma cause, je le prie de juger au mieux. » Ces mots, empreints d'une dignité et d'une résignation poignante, laissaient transparaître à la fois son innocence et sa volonté de ne pas défier le roi dans ses derniers instants, afin de préserver l'honneur de sa fille. C'était un acte de courage, une ultime preuve de sa force des âmes. Elle retira sa coiffe, ses longs cheveux noirs retombant sur ses épaules. Ces dames lui bandèrent les yeux avec un linge de soie blanche. Elle s'agenouilla, la tête posée sur le billot, son corps frêle mais droit. Un murmure s'éleva de la foule, puis le silence retomba, plus lourd encore. L'exécuteur, d'un geste rapide et précis, leva son épée. Le son aigu de l'acier fendant l'air fut suivi d'un bruit sourd et sec. La tête d'Anne Boleyn roula sur l'échafaud. Un soupir collectif s'échappa de la foule. C'était fini, la reine n'était plus. Le corps fut rapidement enveloppé dans un drap blanc, la tête placée à ses côtés. Sans cérémonie, sans tombeau, elle fut enterrée dans une fosse anonyme de la chapelle royale de Saint-Pierre-aux-Liens, aux côtés de ses compagnons des infortunes, dont son frère Georges, exécuté 2 jours plus tôt. Le silence retomba sur la tour. Le vent souffla, emportant les derniers échos du drame. La cour, qui avait retenu son souffle, put enfin respirer. Le roi Henri VIII, informé de l'exécution, put enfin se sentir libre. Le jour même, il revêtit des vêtements de couleur vive, et le lendemain, il épousait Jane Seymour. Le sang d'Anne Boleyn n'était pas encore sec sur l'échafaud que déjà une nouvelle reine montait sur le trône, la promesse d'un héritier mâle brillant de nouveau à l'horizon. Mais le fantôme d'Anne, la reine bafouée, la femme courageuse, allait hanter les couloirs de l'histoire, son destin tragique devenant un symbole éternel de la cruauté du pouvoir et de la fragilité de la vie à la cour des Tudors. Son héritage, loin d'être effacé par sa mort, allait perdurer à travers sa fille, la future reine Élisabeth Ier, qui, un jour, vengerait sa mémoire par son règne glorieux. La tour de Londres, impitoyable gardienne des secrets et des peines, ajoutait une nouvelle histoire à ses murs froids, un nouveau cri silencieux à son écho éternel. Le drame était joué, le sang versé, et le rideau tombait sur l'acte le plus sombre de la pièce. Le silence retomba sur la tour, un silence d'une profondeur abyssale, plus lourd que le plus pesant des linceuls, plus froid que la pierre ancestrale elle-même. Il ne fut brisé que par le clapotis lointain de la Tamise, le cri rauque d'une mouette, et le murmure des prières que quelques fidèles osaient encore prononcer à voix basse, leurs yeux rivés sur l'échafaud désert. La brume matinale, qui s'était lentement dissipée pour révéler le ciel blafard, semblait à présent se refermer sur elle enceinte, comme pour effacer les traces sanglantes d'une tragédie que les murs garderaient pourtant gravée à jamais. Les rares courtisans présents, les dignitaires forcés d'assister à cet acte final, se dispersèrent en hâte, leurs visages marqués par un mélange d'horreur et de soulagement inavoué. Leurs pas résonnaient sur les pavés humides, chacun cherchant à s'éloigner le plus rapidement possible de ce lieu maudit, emportant avec lui le spectacle glaçant de la tête roulant sur le billot, le son sec de l'épée qui avait mis fin au règne d'une reine. L'odeur du sang, à peine perceptible dans l'air, s'accrochait néanmoins aux consciences, une tache indélébile. Le corps sans vie d'Anne Boleyn, enveloppé à la hâte dans un drap de lin blanc, fut transporté avec une indifférence brutale vers la chapelle royale de Saint-Pierre-aux-Liens. Là, sans cercueil, sans cérémonie, sans même une inscription pour marquer son passage, elle fut jetée dans une fosse commune aux côtés des autres victimes anonymes de la justice royale. Son frère, Georges Boleyn, vicomte Rochefort, elle avait précédé de 2 jours dans cette même terre froide, son corps démembré et exposé, selon l'horrible rituel réservé aux traîtres, avant d'être réuni à la hâte pour son inhumation. Les autres hommes accusés Henry Norris, Francis Weston, William Brereton avaient également subi la même exécution macabre,
leur mort brutale servant d'avertissement à quiconque oserait défier la volonté du roi. Seul Mark Smeaton, le jeune musicien brisé par la torture, avait eu la clémence d'être pendu puis décapité, son corps non pas écartelé, une miséricorde amère pour un homme dont elle aveu avait scellé le destin de tous. Leur reste reposait désormais dans l'anonymat des profondeurs, une triste assemblée de victimes du pouvoir, leurs noms effacés des mémoires officielles mais murmurés dans les ombres. À Whitehall, loin de l'humidité et de l'odeur de mort de la tour, le roi Henri VIII reçut la nouvelle de l'exécution de sa seconde épouse. Il était dans ses appartements, entouré de quelques confidents, l'air tendu, le regard dur. Un serviteur, le visage blême, s'inclina profondément et prononça les mots tant attendus, à peine audibles, « Madame la reine est morte, sire ». Un silence tomba dans la pièce, un silence déattente. Henri ne broncha pas. Nulle larme ne perla à ses yeux, nulle expression de tristesse ne vint altérer les traits de son visage empâté. Seul un soupir, long et profond, s'échappa de sa poitrine, un soupir qui semblait libéré des années de frustration, de colère et de déception. C'était le soupir d'un homme délivré d'un fardeau, d'un joug qui elle avait trop longtemps opprimé. Le jour même, comme pour effacer toute trace d'Anne, le roi revêtit des vêtements de couleurs vives, un contraste éclatant avec le deuil que l'on aurait pu attendre. Il ordonna des festivités, des banquets, comme si la mort d'une reine était une occasion de réjouissance. Et le lendemain, le 20 mai 1536, avec une célérité qui choqua même la cour la plus endurcie, il épousa Jane Seymour. La cérémonie fut discrète, presque secrète, dans un coin reculé du palais, comme si le roi craignait encore l'ombre de celle qu'il venait d'envoyer à la mort. Jane, toute de modestie et de silence, était l'antithèse d'Anne. Ses yeux bleus, baissés, son sourire doux et effacé, sa docilité apparente, tout en elle semblait avoir été choisie pour contraster avec la vivacité, l'intelligence et la volonté farouche de sa prédécesseur. Elle portait la promesse d'une nouvelle ère, d'un retour à l'ordre, et surtout, la promesse d'un héritier mâle. Le sang d'Anne n'était pas encore sec sur l'échafaud que déjà le royaume se tournait vers une nouvelle reine. Un nouveau chapitre s'ouvrait, dicté par le désir insatiable d'un roi. Thomas Cromwell, l'architecte de cette tragédie, observait la scène avec une satisfaction froide et contenue. Ses yeux perçants ne trahissaient aucune émotion, mais son esprit était en ébullition. Il avait réussi, il avait démantelé la faction Boleyn, éliminé un obstacle à la consolidation du pouvoir royal et à l'achèvement de la réforme anglaise. Il avait prouvé au roi son efficacité, sa loyauté implacable. Il avait agi avec la précision d'un horloger, chaque pièce du mécanisme ayant été méticuleusement placée pour atteindre son objectif. Le dossier, monté de toutes pièces, avait tenu bon. Les rumeurs, les aveux arrachés sous la torture, les témoignages de jaloux et d'opportunistes, tout avait convergé vers cette fin inéluctable. Il savourait sa victoire, sans triomphalisme ostentatoire, mais avec la certitude d'avoir servi les intérêts de la couronne, et par extension, les siens propres. La cour était un échiquier, et il était le maître du jeu. Pour elle instant, les semaines et les mois qui suivirent furent une période de réajustement. La cour, comme un corps qui se remet d'une maladie, retrouvait un semblant de normalité, mais une cicatrice invisible demeurait. Le nom d'Anne Boleyn devint un sujet tabou, murmuré à voix basse, effacé des registres, comme si son existence même était une honte. La princesse Élisabeth, l'unique enfant survivante d'Anne, fut déclarée illégitime et déchue de son rang. Elle fut retirée de la cour, exilée dans des résidences lointaines, privée de sa mère, de son statut, et de l'affection de son père. La petite fille, à peine âgée de 2 ans et demi, devint une paria, une ombre, son avenir incertain, suspendue à la capricieuse volonté d'un roi et aux machinations de la cour. Mais même dans son jeune âge, quelque chose en elle, une étincelle héritée de sa mère, refusa de plier. Jane Seymour, la nouvelle reine, s'installa dans ses fonctions avec une discrétion exemplaire. Elle ne se mêlait pas des affaires de l'État, évitait les intrigues, et se concentrait sur son rôle principal, donner un héritier mâle au roi. Le palais respirait une atmosphère plus calme, plus sereine, mais aussi plus terne. Le brio intellectuel d'Anne, sa vivacité, son goût pour la musique et la danse, avait été remplacé par une piété tranquille et une obéissance sans faille. Henri, pour sa part, semblait trouver un certain apaisement dans cette nouvelle union. Il avait enfin la femme qu'il avait toujours imaginée, une épouse docile, sans ambition politique, entièrement dévouée à son bonheur et à la prospérité de son royaume. Elle, espoir d'un fils, d'un héritier légitime pour la dynastie Tudor, brillait à nouveau, une étoile filante dans le ciel tourmenté de l'Angleterre. Ce vœu fut exaucé. Le 12 octobre 1537, Jane Seymour donna naissance à un fils, le prince Édouard, le très attendu héritier mâle. La joie du roi fut immense, délirante. Des feux de joie furent allumés à travers tout le royaume, des cloches sonnèrent à toute volée, des messes de remerciement furent célébrées. Henri avait enfin son fils, son successeur, et l'incarnation de son pouvoir et de la pérennité de sa lignée. Mais cette victoire fut de courte durée. 12 jours plus tard, Jane Seymour, affaiblie par l'accouchement,
succomba à la fièvre puerpérale. Le roi fut inconsolable, ou du moins, il afficha une douleur profonde pour celle qui lui avait donné ce qu'il désirait plus que tout. Elle fut la seule de ses reines à être enterrée avec les honneurs royaux, un testament de sa réussite là où les autres avaient échoué. Le destin, avec une ironie cruelle, avait donné au roi son fils, mais lui avait retiré la mère, laissant derrière lui une nouvelle fois un vide, et la quête d'une reine pour élever le jeune prince. La mort de Jane replongea Henri dans une quête incessante de stabilité dynastique. Il se maria encore 4 fois. Anne de Clèves, dont l'union fut rapidement annulée, Catherine Howard, une jeune femme frivole qui finit elle aussi sur l'échafaud pour adultère, et enfin Catherine Parr, qui survécut au roi. Chacune de ces unions fut un drame en soi, une tentative désespérée de maîtriser un destin qui semblait se dérober à lui. Le roi, autrefois le jeune et fringant monarque, se transforma progressivement en un tyran obèse et paranoïaque, son corps ravagé par la maladie, son esprit tourmenté par les doutes et les peurs. La couronne, qu'il avait tant désirée, devint un fardeau écrasant, et la quête d'un héritier, une obsession qui allait le consumer jusqu'à la fin de ses jours. La réforme anglaise, initiée par son désir de divorcer d'Anne, se poursuivit sous son règne, transformant radicalement le paysage religieux et politique de l'Angleterre, mais laissant derrière elle un héritage de sang et de division. Le sort de Thomas Cromwell, l'homme qui avait orchestré la chute d'Anne, fut un rappel brutal de la fragilité du pouvoir à la cour des Tudors. Après avoir atteint le sommet de son influence, il fut, à son tour, victime des intrigues de cour et des caprices du roi. Sa tentative d'arranger le mariage d'Henri avec Anne de Clèves, qui se révéla être un désastre personnel et politique pour le roi, fut le début de sa fin. Ses ennemis, nombreux et puissants, saisirent l'occasion pour le dénoncer. Accusé de trahison et d'hérésie, Cromwell fut arrêté le 10 juin 1540 et emprisonné à la Tour de Londres. Ironie du sort, il fut décapité sur Tower Hill le 28 juillet 1540, sans procès, par un acte des Attainder qu'il avait lui-même perfectionné. La hache qui lui ôta la vie était la même, disait-on, qui avait exécuté Anne Boleyn et ses prétendus amants. Le cercle s'était refermé, le chasseur était devenu la proie, la tour, impitoyable, avait réclamé un autre de ses architectes. Son exécution fut maladroite et brutale, et le peuple, qui elle avait tant craint, ne versa guère de larmes pour l'ancien forgeron devenu le ministre le plus puissant du royaume. Mais le plus grand héritage d'Anne Boleyn, celui qui allait transcender sa mort tragique et les calomnies de ses ennemis, fut sa fille, la princesse Élisabeth. Reléguée dans l'ombre, déclarée illégitime, elle grandit dans un environnement de prudence et de danger constant. Elle fut témoin des mariages successifs de son père, des exécutions de ses reines, des luttes religieuses qui déchirèrent le pays. Cette enfance précaire, marquée par la solitude et la menace constante, forgea en elle une intelligence aiguisée, une résilience inébranlable et une prudence politique hors du commun. Elle apprit à naviguer les eaux tumultueuses de la cour, à masquer ses émotions, à observer, à écouter, à dissimuler ses pensées. Elle hérita de sa mère une vivacité d'esprit, un amour de l'érudition et une volonté de faire. Lorsque, après les règnes éphémères de son jeune frère Édouard VI et de sa demi-sœur Marie Ier, Élisabeth accéda enfin au trône en 1558, son règne fut une revanche éclatante pour sa mère. Elle rétablit la légitimité de son union, et par conséquent, la sienne. Elle choisit de ne jamais se marier, se déclarant la reine vierge, une décision qui la protégeait des pièges conjugaux et dynastiques qui avaient coûté la vie à sa mère. Son règne, long et glorieux, fut une période de prospérité, de stabilité et de grandeur pour l'Angleterre. Elle devint l'une des plus grandes monarques de l'histoire anglaise, son nom synonyme d'une ère dorée. Par sa seule existence et par son triomphe, elle réhabilita la mémoire d'Anne Boleyn, transformant l'image de la reine déchue en celle d'une mère courageuse, dont la force et l'intelligence avaient été transmises à sa fille. L'histoire d'Anne Boleyn, cette liaison interdite qui avait mené à une révolution religieuse et à une tragédie personnelle, continua de fasciner et de diviser les esprits à travers les siècles. Fut-elle une femme ambitieuse et calculatrice, prête à tout pour le pouvoir, ou une victime innocente des caprices d'un roi et des machinations de ses ennemis? La vérité, comme toujours, résidait probablement dans un mélange complexe de ces deux extrêmes. Sa personnalité, sa vivacité, son intelligence, son indépendance, étaient autant des atouts qui elle avait élevés au plus haut rang, mais qui, dans le contexte d'une cour patriarcale et d'un roi obnubilé par un héritier, devinrent ses pires ennemis. La Tour de Londres, gardienne silencieuse de tant de secrets et de peines, continua de se dresser, ses murs froids et humides résonnant encore des échos lointains des drames passés. Elle était le symbole de la justice royale, implacable et souvent cruelle, un lieu où les destins se brisaient et où les têtes tombaient. Pour Anne Boleyn, elle fut à la fois la prison et le lieu de son ultime triomphe, celui de sa dignité face à la mort. Son fantôme, disait-on, continuait d'errer dans les couloirs de la tour, une silhouette élégante et sans tête, un rappel éternel de l'ambition, de la trahison et de la fragilité de la vie à la cour des Tudors.
Le drame d'Anne Boleyn ne fut pas seulement l'histoire d'une femme, mais le reflet d'une époque, un miroir des passions humaines les plus sombres et les plus éclatantes. Elle l'amour, la jalousie, elle l'ambition, la peur, la foi, la trahison, tous ces éléments se sont entrelacés dans une toile complexe qui a changé le cours de l'histoire. Les souffrances de la reine, le sang versé, les vies brisées, tout cela a contribué à forger l'Angleterre moderne, à la séparer de Rome, à la projeter vers un avenir incertain mais audacieux. Centuries plus tard, l'image d'Anne Boleyn, longtemps dépeinte comme une sorcière ou une séductrice sans scrupules par ses détracteurs, a été réévaluée, son courage et son intelligence reconnus. Elle est devenue un symbole de la femme forte, indépendante, qui a osé défier les conventions et payer le prix ultime pour sa grandeur. Sa vie, son amour, sa chute, son exécution, tout cela a nourri l'imagination des poètes, des écrivains, des artistes, faisant d'elle l'une des figures les plus emblématiques et les plus tragiques de l'histoire d'Angleterre. Son histoire est un avertissement intemporel sur les dangers du pouvoir absolu, sur la fragilité de la faveur royale, et sur la capacité de l'esprit humain à résister, même face à l'inévitable. Le rideau était tombé sur sa vie, mais le spectacle de son destin, lui, continuerait de se jouer, inlassablement, dans les annales de l'histoire.